Ce monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, en tout cas, actualité oblige, nous avons invité pour vous un médecin des hôpitaux. Lui, c'est le professeur Baudouin Boissa. Il est président du G14 et membre de la famille politique du chef de l'État. Professeur, bienvenue. Merci. Très bien. John Titende est déjà là sur le plateau pour vous servir. John, bienvenue. Merci beaucoup, Joseph. Très bien, je vais rester auprès de vous pour avoir l'essentiel de l'émission. En tout cas, Joseph, vous l'avez deviné, la pandémie du Covid-19, on en parle encore une fois dans ces numéros. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, décide de saisir les taureaux par les cornes en décrétant l'état d'urgence en République démocratique du Congo. On en parle spécialement dans cette nouvelle édition. Professeur Boissa, parce que nous vous avons présenté comme professeur d'université, également médecin général des hôpitaux, ça signifie quoi? Le niveau le plus élevé, des grades le plus élevés dans la profession médicale dans notre pays. Ah bon? Ouais, ouais. Médecin général des hôpitaux. C'est comme un général. Exactement. Nous sommes des généraux. Vous avez des chefs de clinique, vous avez des internes, vous avez des résidents et tout ça. Et puis, le dernier grade, c'est médecin général des hôpitaux. Autrefois, sous la colonie, ça s'appelait le médecin en chef. Voilà. Là, en tout cas, le grand public c'est-à-dire que vous avez rang de secrétaire. Ne connaît pas tout ça. C'est-à-dire que vous avez rang de secrétaire général au sein de votre ministère. Dans votre domaine. Mais quand on dit médecin général des hôpitaux, c'est comme pour dire que vous prestez dans plusieurs hôpitaux. Non, médecin général des hôpitaux de la République. C'est-à-dire que, quel que soit l'hôpital où je me trouve, je suis à ce grade-là. C'est comme un général. Le général, vous avez force terrestre, la marine, etc. Et puis, il y a un général au-dessus. Vous avez sergent, capitaine, commandant, colonel, et puis général. Donc, c'est le sommet de votre profession. Voilà, c'est le sommet de la profession médicale. Alors, mais ça vous fait comment? Qu'est-ce que vous avez fait pour... Mais non, mais j'ai une double fonction. Ma première fonction, c'est celle de professeur d'université, dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire. Et ma deuxième fonction, c'est celle de médecin, comme profession, pour les soins aux malades. Très bien. Et dans chacune de ces corporations, les grades sont différents. À l'université, vous avez les assistants, les chefs de travaux et les professeurs. Okay? Tandis qu'en médecine, vous avez médecin junior, médecin senior, chef de clinique, résident, médecin général. Des hôpitaux. Très bien. Voilà. Alors, ça, c'est clair. En tout cas, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui parce que nous allons parler vraiment de la politique, je ne sais pas s'il faut appeler ça la politique médicale ou comment, parce que nous allons combiner, en tout cas, et la politique et la médecine. La politique de santé publique. Voilà, exactement. Alors, professeur... Ah bon? Uniquement santé publique, je vais vous corriger tout à l'heure. Allez, posez votre question. Très bien, merci. Vous comprenez, ce n'est qu'un journaliste et vous, on a fait un qui êtes du professionnel. domaine. Hein? Nous ne sommes pas... Je suis de quel domaine? C'est votre domaine. Non, mais parlez de l'épidémie. Ce n'est pas la santé publique qui est en jeu? Je ne sais pas. Par rapport à la demande du chef de l'État, je ne suis pas sûr. Je vais vous corriger tout à l'heure. Posez d'abord votre question. Très bien, merci beaucoup. Alors, déjà, en tout cas, en 3 semaines, nous sommes passés à une vitesse supérieure. En tout cas, le pays dénombre déjà plus d'une cinquantaine de personnes touchées par ces virus. 51 personnes. Voilà. En tout cas, quelques morts aussi. Il y a quelques morts également. 4 morts. 4 morts. À ce stade. Très bien. Alors, il y a quelques semaines, en tout cas, on ne pouvait pas imaginer que les choses pouvaient aller un peu plus vite que prévu. Pourquoi est-ce que les choses avancent vraiment à pas de géant? Non, c'est parce que ce virus, je vous ai dit qu'il était dangereux, non? Il se propage à la vitesse exponentielle. Ça s'appelle comme ça, non? Personne ne peut prévoir comment ça va évoluer. Et ça évolue effectivement de manière exponentielle. Quand nous avions causé il y a 15 jours, il y avait un seul mort. Hein. Oui. Il y en a déjà 4.
Mais à l'époque, il n'y avait que 8 cas confirmés. 8, hein? Ouais. Non, il n'y avait, il y avait que 8 tests. Oui. Mais maintenant, on a fait 51 tests. C'est énorme. C'est beaucoup. Hein? Et ça, c'est ce qui est officiel. Pour le moment, 51 confirmés. Oui. À l'époque, c'était 4. Vous voyez? À ce moment-là, il n'y avait pas de mort. Maintenant, il y a des 4 morts. Donc, c'est vraiment, ça évolue de manière exponentielle. Ça signifie que le virus, là, il est ici. Le virus, là, qui a tué les gens, qui a décimé les gens en Chine. Le virus, là, qui a décimé les gens qui décime les gens en Italie. Qui décime les gens en Espagne, parce que l'Espagne est en train de dépasser l'Italie. Ça devient qui décime les gens en France, qui décime les gens aux États-Unis et dans plusieurs pays. Le fameux virus qu'on appelle Corona. Quoi? Covid-19. Covid-19. Non, moi j'appelle ça coronavirus, parce que je suis biologiste. Hein? Oui. Donc, ce virus-là est ici. Et il est venu d'ailleurs, de par des personnes qui venaient des pays où cette épidémie existe. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié... Il est venu d'ailleurs. Il n'y avait pas ici, ce virus. La décision le du virus chef de vient l'État. d'arriver. Oui, allez-y maintenant. La décision du chef de l'État qui oui. va jusqu'à décréter l'état d'urgence, c'est pas quand même trop sévère. Maintenant, voilà. Maintenant, je vous ai attrapé. Oh. Ah, les journalistes. Ça signifie que maintenant, l'affaire a pris une dimension hautement politique et sécuritaire. Quoi qu'il y ait une troisième dimension, c'est la dimension de base. Donc, on est parti d'une dimension purement sanitaire à une dimension à la fois politique et sécuritaire, qui fait que le président, regardant dans ses attributions constitutionnelles, il dit, par rapport à ça, pour préserver mes citoyens, mes citoyens, je dois décréter l'état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence, ça signifie privation de certaines libertés. C'est ça. Et c'est une mesure très grave pour laquelle, pour le faire, il a été obligé de consulter la composante, l'institution gouvernement, vous savez, le Premier ministre, l'institution Assemblée nationale, c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nationale, l'institution Sénat, c'est-à-dire la composante Sénat. Après les avoir consultés et avoir recueilli ses avis, il a pris la décision maintenant de décréter l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, ce n'est pas seulement comme M. Macron a fait. M. Macron a décrété l'état d'urgence sanitaire. Tandis que le président Félix, lui, a décrété l'état d'urgence tout court. Voilà, où se situe là la différence? Non. Oui. Chez Macron, la dimension est avant tout sanitaire. Ce qui fait que même l'ordonnance qu'il a prise, il a mis dedans tout centré sur le sanitaire. Tandis que chez nous, le président Félix a pris une décision à la fois sanitaire, à la fois sécuritaire, politique, sécuritaire et naturellement qui a un impact économique énorme. C'est ça. Ouais, donc c'est l'état d'urgence global. Décréter un état d'urgence, c'est bien beau, mais ça ne doit pas être l'objectif poursuivi comme tel. À quoi devons-nous maintenant s'attendre parce qu'on a décrété l'état d'urgence? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire, c'est pas un but en soi. Mais non, l'état d'urgence... On a décrété, oui. Non, mais à quoi devons-nous attendre? L'état d'urgence, c'est quoi? C'est une situation de gestion exceptionnelle. Donc, pendant cette période, l'État va être géré de manière exceptionnelle. C'est ça. Dictatorial. Non, exceptionnel. Pas dictatorial. Parce que c'est prévu par la Constitution, donc c'est pas dictatorial. Très bien. Alors, déjà... C'est-à-dire que l'État ne va plus fonctionner suivant les règles normales. Ouais, vous avez parlé de... Ce sont des règles maintenant exceptionnelles. Vous avez parlé de la limitation de quelques libertés. Quelles sont ces libertés? Non. Mais quand, par exemple, on dit qu'à partir de maintenant, on ferme les frontières de la ville de Kinshasa. Mais c'est une limitation de liberté par rapport à tous les noms qui doivent, etc. Par rapport à nos frères qui sont à l'étranger, etc.
par rapport à nos frictions à l'intérieur, qui ne peuvent pas venir directement, par rapport à nous, qui ne pouvons plus partir dans nos provinces, c'est une limitation de liberté. Ça signifie que l'heure est grave. Nous sommes en face d'une guerre avec un ennemi invisible, comme dit le président Félix. Au fait, cet ennemi s'est infiltré chez nous à travers nos compatriotes qui sont revenus de certains pays où existe déjà cette endémie, oui, c'est ça. Alors, vu la configuration... Est-ce que vous avez compris maintenant que l'état d'urgence a une dimension, a une quadruple dimension en fait, sanitaire, politique, sécuritaire et économique. Tout ça. Le chef, pour préserver sa population, est obligé de demander au Parlement qu'on lui donne des pouvoirs suffisants pour pouvoir maîtriser ça, en tant que garant de la nation. Mais attention, c'est prévu par la Constitution. Mais c'est... J'ai reviens sur l'état d'urgence. C'est la nature même de l'ennemi. Non, je vois. Il faut lire la Constitution. On n'a pas affaire à une guerre classique. Non, c'est une guerre quand même. L'ennemi, vous l'avez dit, est invisible. Oui, mais c'est une guerre. On décrète un état d'urgence. Oui, après. Non. On décrète un état d'urgence. Et après. Pour que nous puissions, bien identifier. Il est déjà identifié. Oui. Il est insaisissable. L'ennemi, non. Et deux, pour identifier où cet ennemi se trouve, afin de pouvoir l'agripper, l'extirper et empêcher que cet ennemi déborde et décime la population congolaise. C'est une guerre. Et le président Félix a raison. Donc, on doit d'abord commencer par confiner l'ennemi. Absolument. Voilà, j'espère Parce que maintenant, le virus est ici. Mais il est supposé ne pas être encore à Tchela ou Matadi, ou à Lubumbashi, etc. Donc, pour ceux-là, pour ces provinces-là qui ne sont pas Kinshasa, Léopoldville, ces provinces-là sont préservées. Mais nous, là, maintenant, nous devons tout faire pour qu'on identifie les personnes, qui sont porteurs, avec lesquels ces porteurs ont été en contact, les isoler, attendre les 14 jours où le sort se fixe, parce qu'au bout de 14 jours, où ce virus disparaît du corps de l'homme grâce au traitement, grâce à la prise en charge thérapeutique, ou il meurt, ou alors il semble guérir, mais il devient porteur sain. C'est-à-dire qu'il va distribuer encore cette maladie. Vous comprenez ça? Là, vous entrez dans une matière beaucoup plus technique. Non, ce n'est pas technique. Il n'y a que 3 possibilités. Oui. L'ennemi, là, le virus se trouve chez un de nos compatriotes qui l'a attrapé, par exemple, en France ou en Belgique. Il vient ici. Bon. Et puis, le fait qu'il parle, il transmet. Bon, maintenant, parmi ceux à qui on a transmis, il y en a qui vont faire... qui ne vont même pas faire des manifestations. Mais ils peuvent distribuer ça. Ce sont des porteurs ça, c'est un. Ça, c'est qu'on appelle ça porteur sain. Oui. Il y en a qui vont... Mais leur sort, attendez s'il vous plaît, leur sort... Après, ils vont vous faire estimons, après même 6 mois, etc. Non, c'est pas 2 semaines. Leur sort... Non, leur sort dépend du système immunitaire de chacun. De la façon dont chacun fabrique les anticorps. Ça, c'est un. Maintenant, vous avez ceux qui font la maladie. La maladie, il y a plusieurs signes que vous avez cités ici. La fièvre, etc. La toux. Et puis, tout d'un coup, l'insuffisance respiratoire. Et puis, vous mourrez. Et sans traitement, vous mourrez, tout simplement. Alors, mais dites-nous, docteur, parce que attendez, c'est ça. Alors, dites-nous, docteur. Et donc, voilà. Et puis, il y a des gens qui, après avoir été soignés, on constate par les tests qu'il n'a plus ce germe dans son corps. Le germe a été éliminé par les médicaments, par exemple. Ceux-là reprennent la vie normale. Ils reviennent ils réintègrent la population. Voilà. Ok. Alors,
Par-ci, par-là, on est en train de faire le prélèvement de la température. Ouais. C'est pour dépister vite, parce que la fièvre, c'est l'un des signes pathognomoniques de la maladie. C'est l'un des signes majeurs. Toute personne, par exemple, qui a ces virus... Qui a plus de 37,5 a danger. On doit prélever son sang. Mais il y a des porteurs qui ne présentent pas de fièvre. Oui, mais ceux-là, ils sont transmetteurs. Ouais. Et ils sont très dangereux. Ah oui. Et c'est pour ça que quand par exemple... Mais alors, la prise de température ne suffit pas alors. C'est pour cela que quand on a diagnostiqué par le laboratoire que ce virus se trouve chez vous, maintenant commence l'enquête. On va chercher quelles sont les personnes à qui vous avez parlé. En tout cas, votre parcours. Hein. Quelles sont les personnes... Donc, par exemple, vous revenez, et puis tout d'un coup, à l'aéroport, là, vous avez été accueilli par des gens avec lesquels vous avez parlé abondamment. Donc, vous avez injecté... Vous avez fait des accolades. Donc, ceux-là, il faut les identifier. Vous notez, j'étais avec tel. Vous montez dans la voiture, vous dites, j'étais transporté par tête. Vous arrivez chez vous, les vous enfants fait des bisous, tout ça. Vous notez que vous avez fait des bisous à tous vos enfants. Vous allez maintenant dans la chambre, vous faites les... Donc, c'est un travail de fourmi. Vous faites le nécessaire avec la maman. Elle aussi, hop là, elle attrape le virus. Maintenant, le matin, elle sort... elle va faire comme elle transmet aussi dans la pastelle. On va compter toutes les personnes avec lesquelles vous avez été en contact et que vous avez pu contaminer. Pourquoi? Pour les isoler. Les isoler d'abord, les prendre en charge, médicale et thérapeutique. Et là, ils vont évoluer, ou grâce aux médicaments, ils sortent. Nous avons déjà un cas de guérison, vous le savez, ou c'est la mort. Ça n'a pas marché, bon, vous partez au ciel. Voilà. Mais professeur, déjà parlons de la stigmatisation. Au début, c'était le VIH, SIDA. C'était pas aisé de dire qu'on était. Ce n'est pas la même chose. Le VIH, le mode de transmission. Non, moi je parle de la stigmatisation. De la stigmatisation. Ouais. On a l'impression déjà que lorsque vous déclarez avoir été atteint du Covid-19, déjà le fait qu'on vous isole, on vous met en quarantaine. On vous isole pour vous mettre en charge et pour protéger les autres. Ouais, c'est vrai. Mais sur le plan psychologique. Mais non, normalement, vous devriez être rassuré. Vous êtes isolé, éloigné de votre famille. Non, mais vous devriez être heureux qu'on vous empêche de tuer votre femme, de tuer vos enfants, de tuer vos membres de famille. C'est une chance. Mais on vous stigmatise déjà. On stigmatise, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on vous regarde avec un autre œil. Mais pour les autres maladies, c'est la même chose. Pour la tuberculose, c'est la même chose. Pour tous, la même... Même pour le cancer, maintenant. Et pourtant, le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Mais il y a quand même la stigmatisation. C'est pour ça que dans ces pays-là, en Europe, il y a la prise en charge psychologique de ces ouais. Surtout ça. Voilà. Alors, nous revenons un peu. Professeur, nous pouvons revenir. En fait, c'est pas un duel, professeur. Non, c'est-à-dire, cette prise en charge-là doit être médicale, mais également multidisciplinaire, mais aussi psychologique. Ouais. Alors, revenons un peu aux mesures prises par le chef de l'État. Plusieurs Kinois disent nous ne mourrons plus de coronavirus. Mais maintenant, nous sommes en train de mourir de faim parce qu'on ne sait plus sortir tous les jours. Et il y a par exemple des personnes qui vendent des habits, par exemple, dans le marché, des chaussures, qui ne peuvent plus vendre. Il y a des gens qui font leur négoce, par exemple, pour aller à Tchela ou je ne sais pas, en Gandasundu ou ça, pour aller chercher, faire leur commerce. Alors, ils ne peuvent plus voyager. Eh bien, aucune mesure qui doit accompagner tout ça pour essayer un peu de soulager la souffrance, la misère. Sinon, les gens ne mourront plus de virus, mais vont mourir de faim. Attendez, non. En fait, il y a deux sortes, il y a trois sortes de mesures. Non, quatre sortes de mesures. Il y a les mesures sanitaires qui ont deux volets. Les mesures barrières, vous les connaissez. Donc, avant d'entrer là, désormais, il ne faut pas toucher à la porte. Ouais. Deuxièmement, quand vous entrez, que vous voyez des gens, il faut les saluer par la bouche.
à 1 mètre ou 1 mètre et demi, parce que sinon avec la salive et tout ça, les jets de ouais. salive. Et puis, par ces mesures-là, on vous demande de vous isoler, au fait, de ne plus recevoir les gens tout le temps. Hein? De faire attention. Donc, comme une batte là, quoi. De faire attention. Donc, vous vivez autrement pendant le temps que dure cette épidémie. Ça peut durer 14 jours, ça peut durer 28 jours, mais pendant ce moment-là, vous faites attention. Bon, je suppose que pour les mariés, bon, ils doivent faire lit à part, c'est mieux. Parce que vous ne savez pas là où maman est partie, avec quelle maman elle a parlé, là où papa est parti. touché. On ne sait pas non plus là où papa est parti, ce qu'il a fait, surtout nous les papas. Mais ça, c'est très difficile à contrôler. Hein? Non, se contrôler par soi-même. Les mesures barrières là, c'est une barrière que vous faites vous-même, entre vous et tout ce qui n'est pas vous. Donc ce sont des auto-barrières. Voilà, c'est tout. On appelle ça mesure barrière en Europe. Et rien qu'avec ces mesures-là, au Gobi Ganaï. Donc vous n'attraperez pas cette maladie. C'est ça. C'est une partie du traitement. Maintenant, vous avez en plus le fait que si vous ressentez des signes, directement, vous informez votre médecin qui va vous adresser à l'équipe de riposte. On va vous hospitaliser et on vous prend en charge. On va venir vous chercher manu militaire. Oui, on vous prend en charge. Mais et si cette prise en charge-là, le président de la République a décrété qu'elle soit gratuite. Pensez, vous avez parlé d'un élément. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Ça, c'est le volet sanitaire. Mais le volet économique. Bon, alors, non, le volet sanitaire aussi veut que nous, les médecins, qui sommes les premiers soldats du président Félix dans cette affaire, parce que c'est nous qui devons nous occuper de vous, les médecins demandent qu'ils soient aussi sécurisés, comme dans tous les pays du monde. Donc, il faut des masques, il faut des gants, il faut des vêtements spéciaux, etc. Alors, dites-nous pour vous, qui êtes parce que nous sommes des médecins, c'est pour où ça en sommes-nous? Est-ce que vous êtes déjà sécurisé? Avez-vous déjà tout le matériel nécessaire pour vous sécuriser? Pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, peut-être que les collègues qui sont dans les 5 hôpitaux qui ont été pilotes qui ont été désignés pour la prise en charge, peut-être qu'ils sont sécurisés. Mais en tout cas, pour les autres hôpitaux, ce n'est pas encore fait. Donc, vous prenez des énormes risques. Donc, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je pense que le chef de l'État a déjà donné des instructions pour qu'on puisse donner aux médecins le matériel qui leur permet de se protéger pour mieux prendre en charge la population. Parfois, les médecins se protègent, mais les infirmiers se sont sacrifiés. Non, pas seulement les médecins. Donc, l'armée, là, l'armée contre le Covid-19. Virus, c'est 1, le médecin, 2, l'infirmier, 3, le pharmacien, 4, les techniciens de laboratoire, 5, le biologiste, 6, les aides-soignants, 7, les garçons de salle, 8, les administrateurs des hôpitaux, et 9, tous les administratifs du cercle médical. Tout le personnel qui travaille dans le système sanitaire doit être protégé par l'État, par un équipement spécial et doit bénéficier bien sûr parce que j'ai suivi d'un encadrement. Le cri d'alarme de certains infirmiers de l'hôpital Kitambo. Et ils ont raison. Et puis finalement, jusque-là, rien n'est fait. Cependant, ils sont exposés parce qu'il y a des cas qui peuvent arriver la comme riposte, ça. Non. Le président de République a créé la riposte. Il y a une structure de riposte qui gère ça, qui est gérée par notre collègue Jean-Jacques Mouyembe. Donc, j'espère que le gouvernement et le chef de l'État vont mettre à la disposition de la riposte les moyens nécessaires pour que le corps médical s'occupe mieux de cette prise en charge. Alors, je repose autrement ma question. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour que l'on puisse faire face à la propagation de ces virus? En même temps, on fait quand même face à la vie normale pour que les gens vivent. Non, justement, parce que maintenant, puisque maintenant il y a service minimum partout, puisque les gens ne bougent plus, etc. C'est pour ça que dans les autres pays, les mesures économiques suivent. Donc il y a aussi... Mais chez nous, jusque-là, pas encore.
Je peux terminer. Vous avez la parole. Donc, le volet économique est très important. Regardez aux États-Unis, le président Trump vient d'obtenir 2000 milliards pour gérer cette affaire de coronavirus. Et en Allemagne, plus de 1000 milliards. Non, la France, 780 milliards. L'Allemagne, je crois, c'est 1 milliard. Et en RDC 1000 milliards. 1000 milliards. En RDC? Bon, alors chez nous, il paraît que c'est 1 800 000. Ah bon? Mais moi, je suis convaincu Ça, que c'est une blague. tel que je connais le président Félix, je crois qu'il est en train de se battre. Oui, mais il y a déjà des partenaires qui se sont révélés, tels que la Chine. Est-ce que je peux terminer? Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Je suis sûr qu'il est en train, parce qu'il a été bien formé comme diplomate de l'UDPS. Donc, je parais qu'il est en train de se battre auprès des partenaires pour trouver les voies et moyens qu'on puisse avoir une assiette même de 500 millions, 800 millions affectée à ça. Ça, c'est un des deux. La Banque centrale a pris des mesures pour soutenir l'économie. Et la FEC a été reçue par le Premier ministre. Ils ont causé et il y a des mesures économiques ils ont posé leur cahier des charges pour, au fait, éviter non seulement la faillite des entreprises, mais les licenciements massifs qui feraient qu'on entrerait dans une situation de chômage qu'on ne pourrait pas contrôler. Donc nous sommes devant une situation difficile. Alors sur le plan social, vous avez raison que pour les Bamama, Zando, tout ça, c'est tout un problème. Tout un problème. Mais, bon, et en plus maintenant, notre cuivre et notre cobalt, nous le vendons essentiellement à la Chine. La Chine est un problème là-bas. Donc, du coup, nous vendons moins de produits miniers. Donc, les recettes, telles qu'elles étaient prévues au budget 2020, chutent. Et ça devient compliqué parce qu'il faudra trouver de l'argent pour payer les fonctionnaires. Et il faudra aussi que les opérateurs économiques puissent payer leur personnel. Et pour éviter le chaos. Et donc, il est indispensable que le gouvernement prenne à bras le corps le volet économique de cet état d'urgence. Ouais, mais professeur, dans les... Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Oui, mais dans les mêmes ordres d'idées, un leader de l'opposition... Donc, ça ne concerne pas... Attends, ça ne concerne pas que la Banque centrale, mais ça concerne également les opérateurs économiques privés. C'est capital. Ça concerne la production qui va baisser et qui va faire que les recettes budgétaires, et notre 11 milliards, dans les mêmes ça risque d'être adieu, vous et va. Dans les mêmes ordres d'idées, un leader de l'opposition, Martin Fayulu, pour ne pas le citer, dit carrément on doit arrêter avec les sauts de moutons et autres chantiers pour maintenant, je vais vous poser la question. Utiliser cet argent à lutter contre la pandémie. Je pose la question. Oui. Vous croyez que vous, le président Félix, n'a pas un staff économique pour lui montrer que il reste combien d'abord? Il reste peut-être 6 millions de dollars. Parce qu'on avait dit qu'on verserait 3,9 milliards par semaine, 1 million par semaine. Oui. Donc nous sommes déjà avancés. Peut-être qu'il reste plus que 7 ou 6 millions. Bon, mais son staff économique peut lui dire, patron, on peut suspendre l'argent là, affectons ça au domaine de la santé. Mais c'est ce qu'a demandé Martin Fayulu. Non. Est-ce que vous croyez que lui, le président Félix, de lui-même, n'a pas pensé à ça? Non, mais c'est un Congolais qui a parlé. Pourquoi ça vous dérange? Je n'ai pas dit. Oui. J'ai dit seulement, est-ce que vous pensez que le président Félix est insensible aux propositions constructives venant des citoyens congolais comme lui? Voilà. C'est la question que je vous pose. Parce que vous ne le connaissez pas. Il est très ouvert aux propositions constructives qui vont dans le sens de combattre cet ennemi invisible qu'on appelle coronavirus. Alors, professeur... Vous aimez bien quand vous mettez 19. Covid-19. Alors, professeur, puisque nous sommes devant un médecin... Moi, comme je suis latiniste, j'aime bien dire coronavirus, parce que je suis latiniste. Oui. C'est ça le problème. Très bien. Alors, Pharmakina a fait des propositions, en tout cas, pour donner sa contribution. Tout ça, c'est dans le cadre du volet économique. Alors, comme vous êtes médecin, dites-nous un peu...
quel est le schéma qui peut réussir, n'est-ce pas, pour essayer un peu de soulager la misère de toutes ces personnes qui sont touchées par... Non. Ça, il faut poser la question à Jean-Jacques Moyenne, qui est virologue, je ne le suis pas, et à la riposte, qui travaille là-dessus. La riposte est une structure créée par le chef de l'État pour raisonner sur ces problèmes. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a des schémas qui sont actuellement en cours d'étude aux États-Unis, à l'Union européenne. Il y a des schémas qui ont été utilisés en Chine, parce qu'en Chine, bientôt, ils sortent de cette épidémie. Et il y a des publications scientifiques dans le monde entier sur lesquelles nous travaillons et que nous appliquons ici. Et parmi ces schémas, il y a celui de quoi? Allez-y. Des solutions hydroalcooliques? Non, le médicament. La chloroquine? Voilà, l'hydroxychloroquine. C'est un des médicaments proche de la qu'on quinine. utilise. Non, ce n'est pas la quinine. C'est un autre médicament. La chloroquine, c'est différent de la quinine. C'est différent. Bref, et actuellement, je vous informe qu'il y a un décret qui est sorti en France, et qui autorise qu'on expérimente ce médicament sur le plan clinique directement sur les malades. Donc ça signifie que le président de la République a raison d'avoir répondu favorablement à la demande de Pharmakina d'envisager de produire la chloroquine en masse, comme ça ça pourra sur la aider. quinine, si ça peut aussi... Non, c'est sur la chloroquine, c'est pas sur la quinine. Ok. C'est pas la même chose. D'accord. Alors, professeur, parce qu'on parle de remèdes... Là, c'est la médecine. Parce qu'on parle de remèdes. Oui, on parle de remèdes. C'est l'hydroxy... À Kinshasa, c'est l'hydroxychloroquine. Voilà. C'est ce produit-là qui, semble-t-il, a donné des résultats chez 24 patients français. Et après qu'il y ait eu un grand débat, maintenant, aujourd'hui, là, le gouvernement français a décidé quand même d'utiliser. Mais professeur, pourquoi on avait interdit la commercialisation de la chloroquine? Le problème, c'était... Non, parce qu'on avait trouvé mieux. On avait trouvé mieux. Contre la malaria. Oui, on avait trouvé mieux. Et le professeur Machako, qui était ministre de la Santé, c'était notre collègue, avait estimé que ce n'était pas la peine. Il y avait trop de résistance à la chloroquine. C'était ça. C'est par rapport à la maladie. Et après, il y avait trop de résistance aussi. Il y a des effets avec secondaires. la camokine, parce qu'à un moment, c'était de la camokine. Et maintenant, on est passé à l'artéméter pour le palu. Alors, dites-moi, professeur, c'est l'artéméter. à Kinshasa, ici... Mais nous utilisons encore la quinine dans les formes graves. Mais là, ce n'est plus la chloroquine, c'est différent. Ok. Il y a quand même un mouvement qui vient de naître, le problème des Congo-Bololo. En tout cas, lorsque vous allez vers le périphérique de la ville, vous trouvez de bus 200, comment on appelle 207, remplis de cette histoire de Congo-Bololo. Et tout le monde veut en avoir à la maison. Joseph, dites-moi, expliquez-nous. Je vous arrête, je suis prof à la faculté de médecine. Allez-y. Ça va? Et j'ai exercé pendant très longtemps en Europe. Dans notre métier, nous ne pouvons pas faire l'apologie de l'automédication. C'est interdit. Ça, c'est les bococos. Nous ne pouvons pas faire l'apologie de l'automédication. Que vous-même, vous commencez à fabriquer le médicament, vous le prenez comme... Non, ça nous ne pouvons pas. Donc, oubliez ça. Non, professeur, vous voulez dire que... Mais l'ensemble, la majorité des clients sont dans des ils ont tort. Professeur, vous ignorez les vertus du Congo-Bololo. Actuellement, notre pays à peu près 25 000 médecins. Alors, 25 000. 25 000. Dans plusieurs territoires, il n'y a aucun médecin. Non, ça c'est le problème de Chez la toi, gestion. il n'y a pas beaucoup de médecins. Non, à Tchela, il y en a, mais il n'y a pas de pédiatre. Non, ça c'est le problème de la gestion des ressources humaines médicales. C'est une question qu'on pourra aborder dans une autre émission. Les ressources humaines médicales, donc en médecin, actuellement, à mon avis, sont très mal utilisées. Moins bien qu'avant 70. Parce que vous savez que... tout le monde veut rester ici à Kinshasa. Du temps du président Kasavubu, quand les médecins arrivaient, ils étaient affectés.
par le ministre, dans les hôpitaux, il n'y avait pas de médecins. Avec le maréchal, il a fait mieux. Il a réquisitionné les médecins. Les médecins avaient un statut presque militaire. Et si vous ne vouliez pas partir là où vous ne voulez pas, vous êtes à Makala. Il y a des médecins qui ont fait Makala. Qu'on a enlevé de Makala, on les envoyait là-bas. Mais je dois vous dire qu'à l'époque, dans tout ce pays, partout où ils allaient, le médecin était très bien. Ils avaient un très bon salaire, il était bien logé, il était véhiculé, il avait les médicaments, il y avait un personnel avec lequel il était allé, où que ce soit. L'État belge nous a donné ça, oui. Mais nous avons démoli ça. Nous avons détruit ça. Alors, il n'y a plus rien à l'intérieur. Alors les médecins n'ont pas envie d'aller à l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas les mourir. De faim, de soif, d'impaiement, etc. Je parie que dans la mandature du président Félix, il va voir un peu ce problème. Alors, en définitive, vous déconseillez... de l'utilisation efficiente et efficace du corps médical, parce qu'il dispose maintenant de beaucoup de médecins pour faire fonctionner tous les hôpitaux de la République. Alors, aujourd'hui, là. Vous déconseillez aux Quinois de faire la prévention avec des produits traditionnels? Non, je suis contre ça. Je ne peux même pas encourager ça, parce qu'on ne connaît pas la dose. On ne connaît pas la dose. Mais professeur, les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo ne sont pas restés indifférents. Ils ont fait une déclaration officielle et ils appellent... grâce aux fétiches... Non, pas aux fétiches. Non, écoute. Mais laissez-moi aussi terminer ma question. Je vous informe que je suis né dans un village. Oui. Que j'ai quitté à l'âge de 13 ans. Ils ont dit qu'on doit par le système à la sagesse de nos ancêtres. Par le système du fétichisme des chefs coutumiers, on peut, parce qu'on dit que par exemple les hommes du lac Léopold II, ils parlent de Mouabassé. Maïndombe, il paraît qu'ils peuvent arrêter la pluie, hein. Vous savez ça, non? Oui. Vous savez aussi que ça, c'est un jeu nos frères du Kassai, si vous l'embêtez, il peut envoyer la poudre. Vous savez tout ça. Bon, non, nous, la médecine ne se pratique pas comme ça. Non, mais ayons foi à nos ancêtres. La médecine ne se pratique pas comme ça. La médecine, c'est une science. Donc, ce sont des charlatans, c'est ce que vous voulez dire. Un peu. Très bien. Donc, il faut que les Quinois abandonnent toutes ces pratiques. Non, qu'ils nous fassent confiance, toutes ces croyances. Là. Alors, maintenant, nous revenons. Attendez, qu'ils nous fassent confiance, nous sommes là. Qu'ils fassent confiance au ministère de la Santé. Alors nous revenons. Qu'ils fassent confiance au président de la République. Nous revenons à la science. Au gouvernement. Revenons à la science, mais il y a quand même la population qui est en train de prendre déjà la chloroquine, parce qu'on sait que c'est la chloroquine. Non, il ne doit pas faire ça, non. Avant même que la maladie ne vienne, on sait déjà, bon, j'ai déjà ma chloroquine dans le corps et puis je suis protégé. Dans tous les cours de médecine, jamais on a donné la chloroquine en prévention. Jamais. Nous n'avons jamais enseigné ça à la faculté. Nous prescrivions la chloroquine après avoir fait la goutte épaisse et après avoir vu les gamétocytes. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas vu, on ne donnait pas la chloroquine. Donc, il ne faut pas vous soigner vous-même. Attendez, non, il ne faut pas vous soigner vous-même. À travers toutes les pharmacies chercher de chloroquine. Oui, erreur. Il ne faut pas faire ça. Donc ça peut nous coûter cher. Non, ça peut avoir mais aux États-Unis, des conséquences incalculables. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a pris la chloroquine par lui-même et puis il est mort. Hein. Il est mort. Hier, oui. Il avait pris à titre préventif. Il a pris à titre préventif et puis il est décédé. Comme ici à Kinshasa, il y a une maman qui a... Il prend le bien comprimé puis il meurt. Il y a une maman qui a donné à ses enfants... la chloroquine. Non. Congo Bololo additionné au citron. Ouais, et puis les enfants sont décédés. C'est du poison. 3 enfants. Ils sont tous morts. Celle-là, on doit la mettre à Makala. Comment ça? Mais oui, et quand vous tuez vos enfants. Non, elle a voulu non, mais elle a voulu sauver les enfants face à... Maintenant qu'elle a tué, c'est l'homicide. Congo Bololo mélangé aussi. Ça s'appelle quoi? Mais c'est l'homicide. Mais puisque c'est tout le monde qui cherche des solutions. Non, il ne faut pas ça. Non, il y a des gens qui réfléchissent pour vous. Donc, on cherche des bricolages. Sur le plan sanitaire, ayez confiance en nous. Nous avons été formés. Non, mais vous êtes dépassé, professeur. Non, nous ne sommes pas dépassés. Vous avez montré vos limites. Quand vous m'avez appelé tout à l'heure, j'étais à l'hôpital. À 13h. Oui. Ah bon? Ah, moi, mais vous avez montré vos limites, professeur. Quelles limites? Vous semblez débordé, vous semblez dépassé. Autant recourir vos ancêtres. La maladie est ici, dans cette ville. 12 millions d'habitants. Hein?
il n'y a que 50 personnes chez qui on vient de détecter la maladie. Officiellement. D'après toi, c'est grâce à quoi? C'est parce qu'on a fait la prévention. C'est parce que le président de la République a décrété que faites attention. Maintenant, il a insisté pour qu'on fasse encore mieux attention. Il a isolé, il a mis Kinshasa en quarantaine pour protéger l'intérieur. Parce que s'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'on serait déjà 150 morts. Est-ce que vous comprenez ça? C'est exactement comme le sida. Si le maréchal Mobutu, en 86, n'avait pas déclaré officiellement, attention, le virus est chez nous. À l'époque, la séroprévalence, vous savez, était à combien? Était à 15%. Maintenant, la séroprévalence, c'est à 100%. est à combien? Non. Vous savez, c'est à combien? 1,5%. Ah bon? On a fait un pas de géant. Énorme! Énorme! Sommes-nous en train d'aller... Donc, ça signifie que cette déclaration faite par le président de la République, elle est protectrice de la population. La population est Tokeba. Hein? Tomi Batela Malamu. Sommes-nous en train d'aller vers les confinements? Attention! Vers le confinement total. Corona a kozwa biso. Oh, mais faut pas faire peur aux gens. Alors, merci. Professeur. J'espère que vous êtes en train de convaincre ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes un bon choriste. Nous sommes arrivés à la fin. Déjà, votre mot de conclusion, en tout cas. Oui, on attention. chante. Corona, Azandoki. Corona, Azali ennemi invisible, dangereux. Abomaka. Et puis, Corona, Azali na Kinshasa. Donc, Sotolandi, Mibeko Oyo, papa président, Azo Pesabiso, Toko va sauver dans 2 mois. L'affaire est terminée. Dans 2 mois. Mais si nous ne voulons pas, nous allons vivre ce qu'on vit en Italie. Hein? Où il y a 700, 800 morts par jour. Où est-ce que vous allez les laisser? Comment vous allez les enterrer? Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que le Donc le message là est capital. Corona azaliawa. Corona abomaka kaka. Corona abomaka batonyon so quel que soit âge à moto. Mais tokoki kolonga ye. Azala mwasi, azala mobali, azala mpakaleko la bisoyo, corona aponakate. Donc nous tous, nous devons nous protéger. Nous devons nous confiner, nous tous. Nous devons mettre chaque fois, être comme maintenant. D'ailleurs, vous êtes tout près de... Mettez-vous là-bas. Nous ne sommes pas un mètre. Vous n'êtes pas un mètre. Non, c'est un mètre. Non. Joseph. C'est un demi-mètre. Nous sommes arrivés à la fin. Joseph. Oui, moi, je suis un mètre. Mais vous, là, vous êtes en danger. Ah, vous êtes en danger. Alors, voilà pourquoi il y a déjà l'alcool qui est là. Oui, à la fin de l'émission. Un geste pour... ah oui, hein. Parce que le professeur nous menace déjà que nous sommes en danger. Mais déjà que vous n'avez pas respecté... C'est un geste qui sauve. Non, vous n'avez pas respecté les instructions du ministère. Alors, je crois que c'est le même geste. C'est à travers ces gestes... d'effectuer à travers... On ne peut même plus se saluer comme la fois passée. C'est terminé. Très bien. Alors, c'est avec ces mots de sensibilisation du docteur Boissa Baudouin que nous mettons un point final à cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Grâce à la qualité de son travail, Kin 24 attire de plus en plus le reflet